Tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils chers Côtes d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, la paix, la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la paix fraternité, en forgeant unis dans la foi nouvelle. L'AES est devenue la plus grande usine à fake news du continent. Un vaste réseau de désinformation s'est installé dans nos pays. Vous connaissez sûrement ces noms. African Initiative, les maisons de Russie. Et puis, ces influenceurs médiatiques comme Kémy Séba, devenu le parfait pion du Kremlin. Depuis qu'il a déclaré vouloir devenir président du Bénin, c'est une offensive médiatique sans précédent. Des rumeurs inventées, des faux coups d'État et des campagnes de mensonges soigneusement orchestrées par son réseau. Regardez ce qui se passe. Au Niger, les journalistes sont réduits au silence. Au Burkina Faso, ils sont carrément envoyés au front. Petit à petit, les vrais professionnels des médias disparaissent. Qui prend leur place? Des désinformateurs, des réseaux manipulés par Moscou. Ces Russes, depuis leur arrivée, sont devenus aussi dangereux que nos anciens colonisateurs. Et pourtant, on reste bloqué sur notre passé colonial, sans voir que le vrai danger est déjà là, à nos portes. Il est temps d'ouvrir les yeux, mes frères et sœurs africains. La Russie ne vient pas pour nous libérer. Elle vient s'installer, nous exploiter et nous diviser. Si on ne dénonce pas maintenant cette invasion insidieuse, il sera bientôt trop tard pour réagir. Alors, partage cette vidéo, parle en autour de toi, et refusons d'être les pions de cette nouvelle guerre de l'information. À n'y prendre garde, l'on se dirige vers une humiliation éclatante du dirigeant russe par son homologue ivoirien. Déjà ridiculisé par le charismatique chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine risque une humiliation toute en douceur à Abidjan. Et ce n'est pas bon pour son image déjà sérieusement ternie. Selon Alexei Saltykov, ambassadeur de la Russie à Abidjan, Moscou a fait des propositions au ministère ivoirien de la Défense pour un partenariat militaire. Le diplomate se dit alors toujours en attente d'une réponse. Faut-il être sorti d'une école de sagesse pour comprendre que l'ignorance en elle-même est une réponse? Ni Alassane Ouattara, ni le reste des Ivoiriens ne sont intéressés à la proposition de cette Russie impérialiste et prédatrice. Avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qu'elle pille sauvagement et de manière impitoyable, la Russie peut se réjouir d'avoir réussi à se créer un ancrage colonial en Afrique, même si ce n'est qu'éphémère. Si à cela l'on ajoute le supplice qu'elle fait endurer à la Centrafrique et au Soudan, la moisson préparée par Yevgeny Prigojine est suffisamment consistante pour éviter une honte insupportable en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara traîne certainement des lacunes en matière de gouvernance publique, mais de là à anéantir son pays en le livrant à la voracité de Moscou, il n'infligera pas ce sort aux Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo dit
que lui, son inscription sur la liste électorale, que ça, c'est un petit problème. Que ça, c'est un problème administratif. Voilà, bon, le président il va dire à un petit là, comment il s'appelle le petit là, de l'un truc d'élection là. On lui dit, il dit, ouais, la CI, c'est du cinéma. Bon, il dit, voilà, le président va lui dire, il faut écrire le nom de Gbagbo. Bon. Et que c'est fini. Mais est-ce que c'est fini? Non, il dit que c'est pas fini. Quand on a inscrit le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, c'est pas fini. Parce que l'objectif, Laurent Gbagbo doit être candidat à nouveau en Côte d'Ivoire, Astaghfirullah. Qu'à Dieu ne déplaise. 1000 fois qu'à Dieu ne déplaise que Laurent Gbagbo devienne à nouveau président de la République. Même pour 5 ans, il dit 5 ans, on ne va même pas lui donner un jour. Même pas un jour. Même pas un jour, on ne va pas lui donner un jour. Alors, en fait, en réalité, il est en train de chauffer à blanc. Il est en train de chauffer à blanc les militants du PPACI. Mais les militants du PPACI sont des Ivoiriens, des Ivoiriens. Ne vous en faites pas. Ils viennent l'écouter exactement comme on va dans une salle de spectacle pour aller rire. C'est juste, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Sinon, les mêmes, là, quand ils sortent, ils disent, ah, le vieux père, il faut quitter dans ça. Le pays, là, est trop chaud maintenant. Vous voyez, non? Quand ces propres militants quittent ces meetings ou bien ces rencontres, ils disent, vieux père, vraiment, il faut quitter dans ça. Le pays est trop chaud maintenant, on ne peut pas revenir en arrière. Laurent Gbagbo fait comme si son inscription sur la liste électorale était un fait banal. Non, il a été condamné à 20 ans de prison ferme. La décision de condamnation, comme on dit en droit, est passée en force de la chose jugée. C'est-à-dire, c'est fini, c'est fini. La seule chose qui reste, c'est qu'Alassane Ouattara ait pitié de lui. Mais est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça, qui parle comme ça? Est-ce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un comme ça? Pendant qu'on est en train d'aller doucement, doucement, toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Qui va avoir pitié de toi? Mais si c'est pas ça, si le président n'a pas pitié de lui, parce que c'est une loi d'amnistie, une loi qui va décider que sa condamnation est effacée. Et en ce moment, il peut espérer devenir il peut espérer être sur la liste. Et s'il est sur la liste, il reste encore au Conseil constitutionnel de décider qu'il sera candidat. Donc, mais Laurent Gbagbo sait tout ça. Il fait semblant de ne pas savoir tout ça. Il chauffe. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir selon votre zone géographique. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 28 février 2025. Merci de nous faire confiance et merci de nous suivre. Aujourd'hui, dans les analyses politiques, nous aurons deux sujets. Le premier sujet a pour titre « Qui a dit que Laurent Gbagbo n'a pas de bilan ?» Pour une interrogation. Tu ne peux pas avoir dirigé, ne pas avoir de bilan. Et donc, c'est une analyse que j'ai réalisée, mais il faut dire que je me suis inspiré des écrits de notre frère Yacouba Doumbia et j'ai donc fait l'analyse en prenant quelques informations venant de lui, mais en prenant aussi le soin d'approfondir ce qu'il avait comme information sur sa page. Et donc, j'ai approfondi et j'en suis venu à cette analyse parce qu'on parle beaucoup et le PPACI fuit la réalité, mais n'ont pas envie qu'on fasse leur bilan. Et j'ai trouvé qu'il était utile qu'on puisse faire une analyse pour montrer le bilan du PPACI, FPI, MGC, COGEP, GPS. Comme ça, quand ils vont vouloir parler, on va leur dire, bon, voilà votre bilan. Venez nous montrer ce qui est faux, ce qui est vrai là-dedans. Et le deuxième sujet, ça concerne le PDCI, ce parti-là qui se fuit. Et le titre ici, c'est le PDCI se fuit soi-même. C'est un texte de notre père
Koulibaly Kalilou, et donc nous allons vous lire aussi cette analyse. Et après, si nous avons du temps, nous allons permettre aux uns aux autres de s'exprimer rapidement. Qui a dit que Laurent Gbagbo n'a pas de bilan? C'est tellement bien de vouloir tromper et de surtout mentir aux enfants qui sont à peine nés en 1999. Mais parlons de ce que toi-même, Laurent Gbagbo, tu as fait quand tu as eu la chance d'être au pouvoir entre le 26 octobre 2000 et le 11 avril 2000. Si on présente ça aussi à ces nouvelles personnes que tu veux endoctriner et surtout égarer, ça va leur permettre de regarder ce qui s'est passé dans ta gestion calamiteuse et de regarder ce qui se passe aujourd'hui. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, c'est un régime d'enseignants qui viennent au pouvoir. Et avant de devenir président, Laurent Gbagbo se promenait et il disait à qui veut l'entendre, avec simplement 1 milliard, là, on peut construire un pays, une université. Il s'est promené dans le pays pour dire ça aux gens. Les gens disent, hein? Il dit oui, 1 milliard, ça fait 1000 millions. On peut construire une université dans chaque région. Les gens disent, vrai, là, c'est qu'au fond, nous a fait du mal. Donc, ce qu'on va faire, faites-moi confiance. Quand je vais venir là, chaque région aura une université. Il a menti aux gens. Quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, on s'est dit, une fois arrivé, on s'attendait à des avancées significatives. Surtout que c'était des enseignants. On se disait que eux, ils vont faire la différence. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Au niveau des écoles primaires, Laurent Gbagbo n'a construit que 665 salles de classe. Je dis bien salles de classe. Je n'ai pas dit école. Je n'ai pas dit qu'il a construit 665 écoles. Il a construit 665 classes. Ça veut dire quoi? S'il y a une école qui était déjà là, il y a classe de CP1 jusqu'à CM1. Et puis, il n'y a pas CM2 là. Il vient construire CM2, la classe de CM2, une classe là, c'est fini. Il a fait ça comme ça dans le pays. Il a construit 666 classes. De 2000 à 2011. Donc, à vous-même de faire le ratio et de voir combien de fois il a été incapable d'apporter un plus à l'école ivoirienne. Mais pire, il a été incapable, comme il l'a dit, qu'il allait rendre l'école gratuite. Quand un journaliste lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas pu rendre l'école gratuite? Il dit, je n'ai pas rendu l'école gratuite parce que si je fais ça, les parents d'élèves vont me poursuivre et vont me mettre en prison. La vidéo est là et tout le monde peut la voir. Ce que nous disons, nous ne sommes pas dans du sentimentalisme, nous sommes dans l'exposition des faits. Tout ce que je dis là, les vidéos existent. Mais le pire dans l'histoire, c'est que lorsque vous rentrez, il a été un échec lamentable en matière de construction d'écoles primaires. Mais qu'est-ce qu'il a pu faire lorsqu'il s'agit des collèges? Les collèges, les chiffres sont muets. Ça veut dire aucun chiffre, aucun collège construit. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, là on va parler de l'université. Lui qui aime à dire à qui veut l'entendre qu'il est enseignant à l'université. Pour eux, ça c'est la limite suprême. Combien d'universités a-t-il construit? 0 université. Le compteur est à 0. 0 université. Ça là, donnez-nous le nom de l'université qui a été construite par Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Lui qui avait promis une université par région n'aura fait que 0 université de 2000 à 2011. Ça, c'est un bilan qu'il faut retenir. Mais mieux, qu'est-ce que l'enseignant Laurent Gbagbo et sa clique dans leur refondation vont offrir aux Ivoiriens? C'est le vol des diplômes à l'université. Et pour bien faire cela, c'est Charles Blé Goudé lui-même qui montre l'exemple. Une décision d'appel de la commission disciplinaire de l'université de Cocody
a pris un arrêté le 9 août 2002 pour sanctionner un assistant nommé le docteur Toro Seri, accusé d'avoir régulièrement proclamé, admis à l'UV 321, Charles Blé Goudet et les autres étudiants. Charles Blé Goudet n'était pas le seul qui avait volé la licence, il était avec d'autres étudiants. Puis, il est reproché dans le même arrêté à M. Toro Seri d'avoir sollicité abusivement les services de la scolarité de l'université de Cocody au profit de M. Blé Goudet. Dans une interview qu'il a accordée en 2007 et que nous avions réédité cette semaine, M. Toro Seri déclare « Blé Goudet doit des explications à la Côte d'Ivoire et au monde entier. Blé Goudet sait qui lui a délivré son diplôme. Comment et pourquoi? Pour que nul ne l'ignore, le Nouveau Réveil a publié et republié l'arrêté du ministre Seri Bailly qui confond Blé Goudet. Et donc, ça c'était pour vous montrer que dans leur régime, le vol des diplômes était devenu une habitude. Et je vous mets le lien ici pour que vous partiez voir. Pour ceux qui le souhaitent, on va remettre encore 2 fois. Vous partez lire l'arrêté là-bas. Ça fait 3 fois que j'ai mis le lien. Vous pouvez voir ça là-bas. Voilà ce qu'ils ont fait à l'école ivoirienne. Il faut aussi revenir aux écoles professionnelles. Parce qu'ils sont des enseignants par définition. Et on aurait pu penser que même s'ils avaient échoué partout, ils n'auraient pas échoué sur l'éducation. C'est comme Alassane Ouattara, s'il avait échoué en économie, c'est que c'était la fin du monde. Au niveau des écoles professionnelles, sous Laurent Gbagbo, c'est encore le grand vide. En réalité, le nombre d'écoles professionnelles construites, c'est 0. Et n'oublions pas de vous citer que ce qu'il a plutôt offert à l'école en tant que bilan, c'est de nous permettre d'avoir la FESI qui a prospéré sous le règne de Laurent Gbagbo, qui a été transformée en milice sous son règne, qui a introduit la violence dans les campus, qui a introduit les viols dans les campus, qui a introduit les meurtres et les tortures dans les campus. Voilà le bel héritage que Laurent Gbagbo a laissé à l'école ivoirienne. Il faut s'en souvenir et à vous-même les Ivoiriens d'en être heureux. Quand il s'agit de la sécurité, le bilan en termes de sécurité est 0. Laurent Gbagbo lui-même dans des vidéos qui circulent dit que ce sont des petits caporaux qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Mais lui, incapable qu'il est, il a informé les Français. C'est comme un père de famille, quelqu'un attaque ta famille, tu dis aux voisins, si vous ne venez pas défendre ma famille, si quelque chose arrive à ma famille, c'est vous qu'on va accuser, vous les voisins. Il dit qu'il a informé les Français que lui, son armée n'a pas été capable de maîtriser des petits caporaux qui avaient fui l'armée de Guy Robert. Et donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo va faire? Il va miliciser les jeunes, c'est-à-dire il va transformer les jeunes gens en miliciens. Donc, de la chair à canon, gratuitement offerte pour être détruite. Sous le régime de Laurent Gbagbo, avant de prendre le pouvoir, il a juré devant tous les Ivoiriens qu'il allait protéger l'ensemble de 322 462 km². Mais, à peine 2 ans de pouvoir, Laurent Gbagbo va perdre 60% des territoires. Et 60% des territoires qu'on appelle les zones centre-nord-ouest seront sous le contrôle de ceux que l'on appelait les forces rebelles, ou les MPCI, ou les forces nouvelles, c'est la même chose. Et qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait? Pour protéger son pouvoir et délaisser la Côte d'Ivoire dans le désordre, il crée une armée tribalisée, une armée remplie d'analphabètes, capable à peine de déchiffrer leur numéro matricule, qui vont devenir des escadrons de la mort et des semeurs de troubles que vous connaissez. Voilà le bilan sécuritaire de Laurent Gbagbo. À l'époque de Laurent Gbagbo, nous n'avions pas de services de renseignement. Les services de renseignement, ce qu'on leur remettait comme argent pour pouvoir dénicher des informations, on les retrouvait finalement couchés dans des hôtels. Est-ce que le chef même de l'armée tribalisée de Laurent Gbagbo, c'est-à-dire Dogo Blé, est-ce qu'il n'a pas été pris dans un hôtel avec une capote là où vous savez, la dame guinéenne, elle a bien fait son travail et ça n'a coûté que 5 millions. Dogo Blé, ça a coûté seulement 5 millions.
Ça aussi, je vais te dire ça. Peut-être que la prochaine fois, faut changer un peu ton goût. On lui a donné seulement 5 millions. Et puis elle t'a tchoum. Donc là, on passe là-dessus. Parce qu'on est en train de parler des bilans. On n'est pas en train de parler des personnes. Mais le plus vaillant guerrier de Laurent Gbagbo, qui défendait Laurent Gbagbo de façon tribale et de façon aveugle, c'était Dogo Blé. Et vous savez que sa haine était guidée par le terrorisme. En matière de santé, là, ne me demandez pas. Lorsqu'on fait le bilan de la santé de Laurent Gbagbo, aucun hôpital, aucune maternité, mais plutôt même, Laurent Gbagbo promettait aux médecins de les faire remplacer par des vieux ou des stagiaires, ou bien même quand nous prenons l'hôpital général de Divo, c'est de la boue qui coulait dans les robinets. Ça, c'était le bilan en termes de santé. Lorsqu'on parle de la corruption, c'était zéro pointé. C'était la nullité absolue. Aucune lutte contre la corruption. Laurent Gbagbo lui-même, dans une vidéo, nous dit, vous volez, oh. Je vous ai dit, oh, un matin là-haut, on va vous attraper. Tous ceux qui veulent, sur tous les points que je dis, mettez-moi au défi, je vais vous sortir les vidéos une à une. Ah oui, on n'est pas là pour s'amuser. Ceux qui vont là, et c'est pas vrai, oh. On va vous sortir les vidéos là une à une. J'ai bien dit. Je me respecte trop et je m'aime trop pour venir dire quelque chose et puis demain là, je n'aurai pas le courage de lever la tête. Lorsque on lui a dit, les gens sont en train de piller l'argent du cacao, il dit oui, je sais, oh, mais je vous ai parlé, oh, un jour là, oh, on va vous attraper, oh, on va vous jeter en prison. Ça, c'était lui, sa manière de lutter contre la corruption comme ça. Il dit, je sais, continuez à voler seulement, mais le jour qu'on vous attrape, c'est votre problème. Le même Laurent Gbagbo va dire, si je tombe, vous tombez. Il le disait à ses chefs militaires qui étaient en train de s'enrichir illégalement et qui pillaient les gens. Comme si on était en zone de guerre. Il dit, mais vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Moi, ce n'est pas ça mon problème. Protégez mon régime parce que si je tombe là, vous ne pourrez plus être capable de continuer le désordre que vous êtes en train de faire, les vols que vous êtes en train de faire. C'est ça le bilan sécuritaire de Laurent Gbagbo. C'est ça le bilan, la lutte contre la corruption. Voilà ce que Laurent Gbagbo a à faire aux Ivoiriens. En termes de mobilisation des ressources, des recettes de l'État, des impôts, c'était zéro pointé. Les rares fois où ils ont pu récupérer quelques fonds avec quelques personnes en termes d'impôts, on a retrouvé ces sommes-là dans les poches du fils de Boun Boabré, en train d'aller dans les maquis avec l'argent du contribuable. Ça, ce sont les bilans de Laurent Gbagbo qu'il faut dire aux Ivoiriens. En ce qui concerne le taux de pauvreté, quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, en 2000, nous sommes autour de 45% de taux de pauvreté. Mais Laurent Gbagbo, lorsqu'il quitte le pouvoir, nous sommes à 50, en 2011, nous sommes à 55,01%. Ça veut dire qu'il a fait un progrès dans le taux, dans l'appauvrissement des Ivoiriens. Ça veut dire, au lieu de diminuer la pauvreté, là, lui, il a fait un progrès en augmentant la pauvreté des Ivoiriens de plus de 10%. Ça veut dire chaque année, là, il faisait augmenter la pauvreté des Ivoiriens. Ça, c'est un bilan et vous devrez être capable de mettre ça devant les gars pour leur dire, c'est ce bilan-là qu'il faut expliquer aux Ivoiriens. Pourquoi tu as échoué avant? Si tu ne reconnais pas tes défauts-là, c'est que tu ne peux pas réussir. En ce qui concerne les dettes qu'il a laissées, eux qui s'improvisent économistes de dimanche, il dit quand lui venait au pouvoir, il y avait 4 000 milliards de dettes, mais quand il quittait, lui, il a ajouté 3 760 milliards. Donc, il a laissé une dette totale de 7 760 milliards à la Côte d'Ivoire. Les vidéos existent. Ceux qui veulent nous défier, dites-nous de vous montrer les vidéos. On le fera. En ce qui concerne la liberté d'expression, ça encore, Laurent Gbagbo a laissé un bilan qui fait froid dans le dos. Souvenez-vous que quand on parle de la liberté d'expression, ça veut dire la liberté de pouvoir penser et de dire ce qu'on veut. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, selon Reporters sans frontières, nous étions 159e en termes de liberté d'expression. Mais quand Laurent Gbagbo laisse le pouvoir le 11 avril 2011, figurez-vous à quel niveau nous sommes. Après plus de 10 ans de gestion, nous sommes 159e. Ça veut dire, même le régime de Gueye a fait mieux que lui. Même un régime militaire a fait mieux que lui. Parce que Laurent Gbagbo a commis des déviations et des atrocités
qui ne peuvent égaler que l'inimaginable. Personne ne pouvait s'imaginer qu'un Ivoirien pouvait, quand bâillonner et maltraiter les Ivoiriens et les faire passer des vies à trépas pour simplement avoir eu le courage de s'exprimer. C'est ça le bilan de Laurent Gbagbo. Dites qu'aujourd'hui, eux qui estiment que le monde va mal, en plus de 11 ans, la Côte d'Ivoire est restée 159e de 2000 à 2011. Il n'y a pas eu d'évolution. C'était le culte, la promotion de la médiocrité. Parlons de la bonne gouvernance. C'est très important. Aujourd'hui, ils veulent blaguer les jeunes gens. Ils rentrent dans les quartiers. Ils veulent tromper les gens. Mais eux là, s'ils ont bien gouverné, on mesure la bonne gouvernance pas à partir de ce que toi-même tu dis. On mesure la bonne gouvernance à partir de nos partenaires internationaux. C'est-à-dire les rapports de la Banque mondiale, du FMI et les indicateurs de Transparency International. C'est-à-dire les institutions comme par exemple Mo Ibrahim ou même Transparency International, ceux-là même qui mesurent l'indice de la corruption dans les pays. Mais lorsqu'on rentre, lorsqu'on prend ces facteurs pour comparer ces facteurs à la gestion de Laurent Gbagbo, on a tout eu sauf la bonne gouvernance. Ce que Laurent Gbagbo a laissé aux Ivoiriens, c'était la catastrophe absolue. Sous Laurent Gbagbo, nous étions 146e sur 180 pays. Ça, si on vous donne les chiffres et on est clair dans ce qu'on dit là, c'est pour que vous repreniez ça et pour vous mettez devant les gorges. C'est un travail d'analyse qu'on fait. En matière de bonne gouvernance, sur 180 pays, sous le régime de Laurent Gbagbo, on était 146e. Le pays était tellement corrompu et le pays était tellement mal géré qu'il suffit de prendre deux rapports de la Banque mondiale. Prenons les rapports de 2006 et de 2008 du FMI qui ont évalué à plus de 400 milliards de francs CFA détournés dans la filière café-cacao. Sous le régime de Laurent Gbagbo, il y avait combien de barrages de police, de gendarmerie? Il y avait des centaines, voire des milliers de barrages dans le pays. Il y avait même des barrages de miliciens. Tout ça pour le racket. Sur plus de 10 ans, il y a plus de 3000 milliards qui sont partis dans le racket des pauvres populations. Tu te retrouves dans un barrage. Il y a barrage de la gendarmerie, il y a barrage des eaux et forêts, il y a barrage de la police, il y a barrage des militaires, il y a barrage des miliciens. Et on raquettait les gens dans ça. Le cyclone et ses collègues chauffeurs de Baga vous diront ce qu'ils ont vécu à Abidjan. La corruption était, surtout le racket, était quelque chose qui était légalisé. Laurent Gbagbo, en 10 ans de gestion, a fait perdre à notre pays plus de 5000 milliards en 10 ans à travers la corruption et le racket. Et ça, ce sont des chiffres qui nous sont délivrés par le FMI. Un manque à gagner de près de 8000 milliards de francs CFA sous le régime du FPI. Mais mieux, pour ceux qui veulent encore qu'on leur donne des détails, je vais vous permettre de lire cet article. Vous allez me permettre. Je vais vous lire cet article du journal Le Patriote, mais je vais mettre le lien d'abord. Là, quand c'est comme ça, ceux qui veulent vérifier avec moi, vous vérifiez. Là, si je mens, vous dites en même temps, là, c'est faux. Tu es en train de dénaturer les faits. Et donc, c'est un article du Patriote qui a été publié le mercredi 23 décembre 2009. Il a pour titre « 10 ans de régime Gbagbo, que de scandales financiers ». À quelque chose, dit-on, malheur est bon. Il aurait fallu que Laurent Gbagbo et le Front populaire arrivent au pouvoir en Côte d'Ivoire pour mesurer la vanité et la vacuité des thèses et prétentions véhiculées pendant les années d'opposition. Que ne nous ont-ils pas dit à la création du Parti socialiste dans les plantations de Dabou et pendant la lutte engagée contre Félix Houphouët-Boigny et le PDCI? Prestement, Gbagbo et les siens s'étaient présentés à nous comme des poches de moralité. Des hommes capables de gouverner autrement et mieux la Côte d'Ivoire. Depuis octobre 2000, à ce jour, soit pratiquement 10 ans, la refondation ne finit pas d'être éclaboussée par des affaires de détournement de deniers publics.
de prédation et d'enrichissement illicite. Dans un réquisitoire des plus virulents, l'ancien secrétaire général de la CINESI, par ailleurs militant du FPI, Pierre Kipré, ne disait pas autre chose. Dès les premières heures de l'arrivée au pouvoir, Laurent Gbagbo, le souci majeur de certains d'entre nous dès la prise du pouvoir, aura été la course à l'enrichissement illicite. Un avis partagé par le président Mamadou Koulibaly dans son célèbre texte publié dans la presse, Les blues de la République, où il vitupérait contre l'enrichissement rapide illicite de l'entourage de Laurent Gbagbo. En matière de scandales financiers, l'exercice serait bien fastidieux de vouloir les énumérer tous, tant ils foisonnent et semblent à la vérité être des tares congénitales pour le régime des socialistes ivoiriens. Parlons de la commission sur les achats d'armes. Quand la guerre a éclaté le 19 septembre 2002 dans notre pays, les dirigeants du FPI avaient crié sur tous les toits que des ennemis ont attaqué la Côte d'Ivoire pour faire main basse sur les ressources économiques. Sous le paravent d'un patriotisme débridé, on avait développé toutes les sortes de litanies jusqu'à ce qu'un rapport de l'ONU vienne faire découvrir le poteau rose. Pendant que la population souffrait des affres de la guerre, les principaux dirigeants du FPI s'en mettaient plein les poches à travers des commissions faramineuses reçues sur les achats d'armes de guerre. On parle de plusieurs dizaines de milliards que les exédètes du régime ont amassés, des fortunes colossales, dans des transactions militaires, sous la volonté de soi-disant libérer le pays, entre guillemets, couvert un commerce juteux avec des gains importants que les pontes du FPI se partageaient. Le prétexte de la guerre a fécondé de nombreux riches. Parlons des usines fantômes à 100 milliards. Un des plus grands scandales de la refondation reste sans nul doute l'achat de l'usine Fulton aux États-Unis. Les Ivoiriens ont appris un beau matin que notre pays a acquis une usine de transformation de cacao au pays de l'oncle Sam, c'est-à-dire aux États-Unis. Nous en étions fiers quand la nouvelle est tombée comme un coup péré. L'usine en question, introuvable, invisible sur le territoire américain, aura coûté aux contribuables la bagatelle de 100 milliards de francs CFA. Toutes les enquêtes diligentées sur les terres de Barack Obama et de Donald Trump se sont avérées infructueuses. En des termes clairs, des petits malins au sein du FPI avaient volé cette manne dans les caisses nationales pour se les partager. Dernièrement, une étude faite par les bailleurs de fonds a révélé que 242 millions de francs CFA étaient débloqués chaque mois pour payer des travailleurs de cette usine inexistante. Il fallait le faire. Malgré que l'usine n'existait pas, malgré qu'ils ont volé 100 milliards, jusqu'à ce que Laurent Gbagbo finisse son mandat, chaque mois, on faisait sortir 242 milliards pour payer les employés de cette usine qui n'existe pas. C'est aussi ça le bilan du régime du FPI. Et qui nous a permis de savoir cela? Ce sont les bailleurs de fonds qui ont révélé cela. Parlons des 100 milliards de la Trafigura. On parlera pendant longtemps encore de l'utilisation faite des 100 milliards de la Trafigura, octroyés après un marchandage honteux de Laurent Gbagbo, qui a accepté de faire déverser des déchets radioactifs en Côte d'Ivoire, des déchets nucléaires en Côte d'Ivoire. Trafigura payera 100 milliards pour dédommagement des victimes des déchets toxiques. À dire vrai, les malades des déchets toxiques envoyés à Abidjan par des acteurs de premier plan du FPI n'ont vu que des broutilles et des menus frétins que le pouvoir du FPI a bien voulu leur donner. Le reste de l'important pactole, un peu plus de 90 milliards de francs CFA, a disparu dans la nature, mais bien sûr entre les poches des gourous du FPI PPACI. Devant la nation, Laurent Gbagbo et ses camarades avaient promis de construire des hôpitaux, de nombreux centres de santé, d'acheter des équipements médicaux pour les populations. Que de belles professions de foi, jamais réalisées. Depuis, les Ivoiriens attendent des choux promis,
les hôpitaux annoncés, les centres de santé envisagés. Où est donc passé l'argent de la Trafigura? Nos compatriotes s'interrogent depuis des années. Plus de 600 milliards de planteurs ont disparu. Depuis plus d'1 an, Tapé Do Lucien, Amouzou Bruno, Angéline Kili, Placide Zungrana et bien d'autres barons de la filière cacao-café croupissent à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, devenue PPACI, pour des détournements présumés portant sur des centaines de milliards. Depuis, ils sont incarcérés sans jugement, comme si l'on ne voulait pas que la vérité éclate au grand jour. Pour un État qui se veut respecter des droits humains, cette attitude cache bien des choses. Tous les recours engagés par les accusés pour que justice soit faite n'ont pu prospérer, comme si des mains occultes bloquaient l'avancée du dossier. Pour sûr, personne n'est dupe en Côte d'Ivoire pour avaler la couleuvre selon laquelle les barons du cacao ont détourné des centaines de milliards sans que ceux qui les ont nommés s'aperçoivent de quelque chose. Même si Laurent Gbagbo nous dit qu'il était tellement occupé par la guerre qu'il a laissé les gens voler l'argent des Ivoiriens. L'argument qui ne peut pas prospérer vise sans doute à cacher les commanditaires de cette vaste escroquerie pour garder en prison que les exécutants. Parlons aussi des milliards du pétrole en coupe réglée. Au nom des affaires sales du FPI, on dénomme la gestion opaque du pétrole qui mérite bien son nom d'or noir sous la refondation. Pendant au moins 7 ans, les chiffres du pétrole ont été gardés dans le silence des salons feutrés de la présidence et du ministère des Mines aux mains d'un protégé de Laurent Gbagbo. Bien plus, l'argent du pétrole n'a jamais fait partie du budget de l'État ivoirien sous Laurent Gbagbo. Pour narguer tous ceux qui se plaignaient de cette situation, Laurent Gbagbo disait que la Côte d'Ivoire n'est pas le Qatar. Une boutade pour minimiser la production nationale. Et pourtant, la réalité est tout autre. En effet, si officiellement, on annonce aux Ivoiriens une production de 50 000 barils par jour, les chiffres réels trahissent les intentions du régime du FPI-PPACI. Notre pays produit un peu plus de 80 000 barils par jour. Où sont donc passés les 30 000 barils qu'on a volontairement cachés aux Ivoiriens sur plus de 10 ans de gestion? On n'a pas besoin de dessins pour trouver la destination. Tout comme le cacao, le pétrole a généré beaucoup de ressources financières qui n'ont pas servi au pays, mais à des intérêts personnels et égoïstes. Quand il dit que c'est Nadi Bema qui le nourrissait, là, chaque jour, il y a 30 000 barils de pétrole qui disparaissaient. Là. Si tu vois que Nadia est collée sur Babo, c'est à cause de l'argent volé. Là. Et si tu as vu qu'elle a forcé, il y avait pas là dans leur mariage, là, c'est pour qu'on mette son nom, pour que son nom puisse être mis sur ces documents-là. C'est pour ça qu'elle est là. C'est voilà la vraie histoire cachée. Comme moi, je n'aime pas trop rentrer dans les histoires personnelles des gens, mais c'est ça qu'elle a là comme ça. C'est l'argent des Ivoiriens, là. On voit aisément que rien que par ces faits, le régime de Laurent Gbagbo baigne dans la mauvaise gouvernance, enrichissement illicite, marqué par le phénomène des nouveaux riches, la prédation des deniers publics. La gestion opaque de Laurent Gbagbo de près de 10 ans a complètement défiguré la Côte d'Ivoire au point d'être un pays pauvre, très endetté, avec un taux de pauvreté de 55,01%. Pendant que l'oligarchie aux affaires est en pleine jouissance avec l'argent du peuple ivoirien, en croisière permanente, la majorité des Ivoiriens se trouve à la croisée des chemins avec son lot de misère, de malnutrition et de pauvreté ambiante sous le régime de Laurent Gbagbo. Et aux rares individus qui ont osé manifester contre la vie chère, Laurent Gbagbo en fera tuer 2 et finalement présentera ses excuses en reconnaissant un mort. C'est véritablement à rire à gorge déployée quand on entend le candidat des socialistes, Laurent Gbagbo PPACI, en 2025, proposer l'espoir et la prospérité à ses concitoyens. Sachant qu'au lendemain de 10 ans d'obscurité et d'obscurantisme offert par Laurent Gbagbo, il est temps de dire qu'il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. Mais au titre de la mauvaise gouvernance, il faut encore ajouter cette vidéo-là
pour que les uns et les autres s'en souviennent. Le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, s'adonnait au faux. Après la perquisition des forces républicaines de Côte d'Ivoire à son domicile, plusieurs objets ont été trouvés. Quand on est arrivé, on a vu que la maison était déjà saccagée par les miliciens. Et voilà les preuves, nous avons découvert des extraits de naissance vierges avec des registres de naissance où les gars se permettaient de faire des faux papiers pour prendre des libériens pour leur attribuer la nationalité ivoirienne. Moi, je préfère que vous vous présentiez à nos téléspectateurs. Je suis Timaïmi, né le 15 octobre 1967 à Barou Zaoussé, sous-préfecture de Koupela, au Burkina Faso. Vous faisiez des démarches pour octroyer la nationalité ivoirienne à certains. Oui, à son temps, Laurent Gbagbo m'a dit, M. Kim, tous les compatriotes qui veulent se faire naturaliser, de déposer la liste à mon bureau. Et je pense que j'ai fait plus de 2 à 3 000 burkinabés confondus, maliens, guinéens, qui ont été naturalisés par l'ancien président Laurent Gbagbo. Sans une enquête, il a simplement dit, vous voulez la nationalité, je vous donne ça de manière légale. Ça ne sera rien de faire de faux papiers. Et à chaque fois qu'un de mes compatriotes venait me voir, que je vois que c'est quelqu'un qui est intégré, qui apporte un plus à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raison que je ne prenne pas ces documents et puis présenter ça au président pour que le secrétaire général du gouvernement à l'époque, qui s'appelait Chelou, sorte le décret et envoie au conseil des ministres pour que le président signe que ce dernier ait sa nationalité. Je pense que c'est quand même aussi un grand pas. Absolument. Et donc voilà en vérité le bilan de Laurent Gbagbo. Et mieux, ce n'est pas tout. Parlons aussi de l'IDH qui fait partie de leur sujet favori. En 2000, lorsque Laurent Gbagbo prend le pouvoir, le régime de Laurent Gbagbo et de Chaka Dian lui laisse un IDH de 0,394, c'est-à-dire le niveau le plus bas de l'IDH. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, en 2011, lorsqu'il laisse le pouvoir le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est à 0,445. Ça veut dire qu'il est toujours resté au niveau le plus bas. Ça veut dire que l'IDH de la Côte d'Ivoire n'est jamais sorti du niveau le plus faible. Le niveau le plus bas. Ça aussi, il faut le dire, c'est son bilan. Lorsqu'on parle des projets de la jeunesse, aujourd'hui, ça étonne les jeunes. Mais sachez que Laurent Gbagbo avait un projet pour vous, les jeunes. Le projet de Laurent Gbagbo s'appelait les armes. Si tu voulais réussir, il fallait prendre les armes. Si tu voulais réussir, il fallait être un milicien. Là, comme ça, tu pouvais torturer tout ton quartier. Si tu voulais réussir, tu pouvais aussi réussir par la débauche. C'est le même Laurent Gbagbo qui a dit que les jeunes brouteurs là, ils n'ont qu'à continuer à faire le broutage parce qu'ils sont en train de faire payer la dette coloniale. Je vous ai dit, oh, si vous me provoquez là, je vais couler les vidéos, les pubs balancer. Dans les maquis, lui-même, il se promenait avec les Jack Lang pour faire la promotion de l'alcoolisme et de la dépravation des mœurs. On était dans une société de l'amusaille. On était dans une société des batifolages. Et en prime, pour ceux qui cherchaient une voie de salut, il y avait les centres d'endoctrinement qu'on appelait les agoras et les parlements, où on invitait les jeunes et ils étaient abreuvés aux mensonges et ils étaient endoctrinés nuit et jour. Et on leur remettait simplement une boîte de sardines et un demi-morceau de pain pour faire ce travail honteux. Vrai là, Gbagbo est trop fort en vaurien. Oh, quelle tristesse, quelle ignominie. Mais Laurent Gbagbo, quand tu vas au tribunal là, tu sais quand on fait mardi gras là, tout le monde peut porter la toge. La toge là, c'est l'habit des juges là. Mais cela ne fait pas de tout le monde des juges ou des avocats, encore moins des intellectuels. Laurent Gbagbo, c'est pas parce que tu as cherché à être président là que les Ivoiriens t'ont aimé. Les Ivoiriens ne t'ont pas aimé
quand on a donné le bilan qu'on vient de donner là, si tu penses que les Ivoiriens t'aiment aujourd'hui, ceux qui sont autour de toi là te blaguent. Les Ivoiriens même ont eu honte et ils se disent, mais comment on a fait pour mettre Laurent Gbagbo au pouvoir? Moi, ce que je t'ai dit là, je te dis ça calmement, tonton. Ça peut te faire mal. Toi-même, ton propre village, la route de Mama là, la route de Ouagayo, tu n'as pas mis mettre goudron. C'est Alassane Ouattara qui est venu mettre goudron là-bas. Ça, la seule là, c'est une honte éternelle pour toi. Et aujourd'hui, tellement toi-même tu as honte du FPI, PPACI, COGEP, MGC, GPS. Tu as changé le nom de ton parti. Là, comme ça, les petits jeunes que tu veux tromper, les enfants qui sont nés en 99, là, tu veux les tromper. Tu penses qu'en changeant, le diable, là, même quand il change de corps, là, il demeure toujours le diable. Parce que tu peux changer 1000 fois le nom du FPI, PPACI, COGEP, MGC, GPS. Ça demeure toujours le FPI. Parce que vous êtes caractérisé par votre manipulation, par votre mensonge, par votre fourberie, par le populisme et par le nationalisme villageois. C'est ça. Ça vous est collé à la peau dure. Et toi, Gbagbo, en toi seul là, on retrouve tous les défauts d'un leader qui est perdu, qui se cherche. Pilotage à vue, décision imprécise, improvisation, incapacité à gérer, démagogie, populisme. Tout ça là, on retrouve ça en toi. Tu veux cacher tout ça là pour dire non, c'est plus le FPI, c'est le PPACI. Mais on te voit. Et ça là, on va présenter ça aux Ivoiriens propre et simplement. Il n'y a pas parlable dedans. Donc voilà le bilan de Laurent Gbagbo. Prenez ça, mettez ça à tous ceux qui sont des gens du PPACI, qui disent que Laurent Gbagbo n'a pas de bilan. Dites-leur, voilà le bilan de Laurent Gbagbo. Et je vous mets au défi de montrer que même une seule information est fausse dans ce qui est dit. Sujet numéro 2. Le PDCI se fuit soi-même. Ça veut dire le PDCI lui-même aujourd'hui, là, il a peur de lui-même et puis il fuit. Est-ce que tu peux fuir ton ombre? Petit 1, le spectacle de l'irresponsabilité servi par Maître Blessy Chrysotome. Le débat organisé par la RTI le 25 février 2025 sur les questions électorales en Côte d'Ivoire était supposé être une plateforme d'échange constructif entre les différentes parties prenantes du processus électoral. Le débat qui devait avoir le 25 février, là, quand tu as des choses à reprocher à quelqu'un et que tu as ta vérité et qu'on t'invite devant le peuple, puisqu'à la fin de la journée, c'est le peuple qui va décider. Quand on t'invite pour que tu viennes montrer les défauts de la CEI à la télévision nationale, tu ne te caches pas. Tu prends ta responsabilité, tu viens, tu mets tes arguments et le peuple juge. Il faut arrêter d'irresponsabiliser le peuple. Le peuple n'est pas irresponsable. C'est plutôt vous qui êtes irresponsable. Parce que vous ne voulez pas respecter le peuple et vous pensez que le peuple doit se mettre à votre niveau. Vous n'avez rien à offrir au peuple. Vous voulez donc détourner le peuple à travers des spectacles inutiles. Donc c'est vous, comme M. Chrysotome, qui devenez donc des promoteurs de spectacles de l'irresponsabilité. Pourtant, l'attitude de Maître Blessy Chrysotome, avocat du PDCI, représentant du PDCI lors de ce débat, a détourné cette opportunité de dialogue en un spectacle de contestation stérile, fondé sur une mauvaise foi manifeste, un stratagème pour masquer le manque d'arguments solides. En réalité, tous les Ivoiriens le savent aujourd'hui, les gens vous regardent, ça nous fait rire. C'est parce que vous n'aviez pas les arguments. C'est vous qui avez dit qu'il y a 3 millions de personnes qui ne doivent pas être sur la liste électorale. Mais l'occasion qu'on vous donnait le 25 février sur la RTI, c'était de démontrer cela. C'était de démontrer que Koulibaly Kubier ne mérite pas d'être là. Ou bien c'était de nous démontrer que la CEI agit d'une manière que les Ivoiriens ne savent pas et que vous devez casser les papeaux. Mais en réalité, vous n'aviez pas les arguments. Vous parlez, mais quand on vous met devant les gens pour dire parler, les concernés même sont là, vous fuyez le débat. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect pour les Ivoiriens? Mais pour fuir le débat, on veut détourner l'attention des Ivoiriens. Ah, comme il y a 2 représentants là, donc moi je ne peux pas être là. Moi je suis là. Au contraire, s'il y avait 2 représentants du RHDP, c'est là que vous devez vous plaindre. Monsieur Chrysotome, je ne sais pas si c'est par ignorance, mais nous savons bien que c'est la mauvaise foi. Dans la CEI là, il y a ceux qui s'occupent des questions juridiques. Il y a ceux qui s'occupent de l'aspect logistique.
Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'est pas un juriste de faire un travail de juriste. Tu ne peux pas demander à un technicien qui est dans les chiffres d'aller faire le travail. Tu ne peux pas demander à un statisticien d'aller faire le travail d'un juriste et demander au juriste de faire le travail du statisticien. La compilation des résultats, les vérifications, ça demande de l'expertise. Quand on a envoyé les deux personnes là, c'est chacun en fonction de son domaine de compétence pour qu'on puisse expliquer ça très bien aux Ivoiriens. Mais grâce à votre mauvaise foi, vous avez pensé que vous allez masquer la situation pour pouvoir fuir. En refusant d'adhérer aux règles préalablement établies et connues de tous, Maître Blessy a choisi de polémiquer sur la composition des intervenants en présentant la CEI comme une entité partisane et de ce fait décrète un déséquilibre imaginaire au détriment de son parti, le PDCI. Mais, cher PDCI, si vous, c'est vous qui devez décider qui doit être sur les plateaux et qui ne doit pas être là, en ce moment, la vérité, c'est l'argent du contribuable. Il est mieux qu'on vous dise, vous pouvez vous disqualifier des débats, mais on ne pourra pas vous faire plaisir pour décider, tellement vous ne valez rien, vous voulez encore décider comment les choses doivent se faire. Mais alors que vous dites que vous avez votre vérité, mais venez exposer votre vérité. Ou bien c'est les Ivoiriens qui ne sont pas suffisamment matures pour pouvoir accepter la vérité. En réalité, c'est vous qui n'acceptez pas la vérité. Ce comportement qui est loin d'être anodin révèle des intentions cachées et une tactique d'évitement visant à esquiver le débat sur fond pour ne pas se fragiliser davantage, étant donné que depuis un moment, son parti s'est abonné délibérément aux mensonges qui le rattrapent peu à peu et ce tous les jours. En réalité, comme je le disais, le PDCI aujourd'hui, le PDCI de Dakar est devenu aujourd'hui un laboratoire de mensonges. Et M. Chrysotome a bien compris que lui, quand il regarde son âge, après avoir menti que Thiam était né de parents français et donc il a hérité de la nationalité, et que l'avocat de Tidjam Thiam dit que non, c'est en 1987 que Tidjam Thiam a fait sa naturalisation, au même soir, aller s'asseoir devant les Ivoiriens pour qu'on l'indexe pour dire c'est pas le vieux là qui a menti là. C'est ça qui l'a fait fuir. Sinon, il n'y a pas autre chose. Sinon, là où on vous attendait, c'est-à-dire, vous ne dites pas que le régime en place ne vous donne pas la liberté de parole, ne vous donne pas les télévisions d'État. Mais vous dites que non, ils ne choisissent pas les gens comme vous le voulez. Ça, on doit dire merci au régime en place. Ça veut dire que la liberté d'expression est une réalité. Ça veut dire que même si moi-même m'éclairais, je me lève là, je m'en vais parler. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est la fuite en avant pour ne pas être ridicule. Le premier élément frappant dans l'attitude de Maître Blessy Chrysotome est un refus systématique d'entrer dans le débat de fond. Plutôt que de s'engager sur les thématiques essentielles, dont la transparence électorale, la modalité de révision du fichier électoral ou encore la garantie offerte par la CEI, il a préféré déplacer le débat sur un sujet périphérique et artificiellement polémique, portant sur l'alternance des intervenants de la CEI sur le plateau. La vraie question que les Ivoiriens attendaient, c'était de démontrer, et ce pour une bonne fois, que la CEI n'est pas transparente. C'est cette question-là. Vous, on vous regarde, vous les représentants de la CEI, vous n'êtes pas des gens transparents. Et eux vont démontrer qu'ils sont transparents ou pas. C'est à dire, nous on veut que on révise le fichier électoral. Maintenant, les gens de la CEI vont les regarder dans les yeux pour leur dire, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà pourquoi on dit qu'on ne peut pas renouveler le fichier en ce moment. Ou bien c'était de regarder les gens de la CEI dans les yeux pour leur dire, est-ce que vous offrez à nous les opposants et aux Ivoiriens des garanties que la CEI va faire un travail qui ne va pas créer des troubles? Ils allaient vous donner leur réponse. Mais non, messieurs, sachant que sur ces questions-là, il a déjà la réponse, ils connaissent les réponses, il a donc fait un débat dans la périphérie. Il a créé un sujet artificiellement pour dire non, le plateau est déséquilibré, il y a trop de personnes, eux ils sont deux, mais vous étiez deux opposants. Il y avait un seul RHDP. Supposons que la CEI n'est avec personne, ce qui est une réalité. Vous êtes deux opposants contre un RHDP.
Normalement, c'est le RHDP qui devrait se plaindre. Puisque la CEI, supposons qu'elle est neutre, et vous avez vous-même, avec un autre opposant du PPACI, contre le RHDP, vous auriez pu vous mettre ensemble là pour laminer l'opposant, le RHDP. Ou bien vous aurez pu joindre vos forces. Et dans ça encore, stratégiquement parlant, si on constatait que le représentant du RHDP défendait la CEI, vous aurez pu trouver une tactique ici pour dire que vous voyez... Bon, on ne va pas parler de ça. Il ne faut pas qu'on vous donne des idées. Laissons ça. Il ne faut pas, on va leur donner des idées. Voilà. En somme, Maître Blessy a consciemment abandonné le terrain de la rationalité pour imposer une polémique stérile, empêchant tout débat constructif et intellectuel. En réalité, les opposants ivoiriens pensent que il faut maintenir surtout le PDCI et le PPACI. Le PPACI maintient les Ivoiriens dans l'enfance et le PDCI maintient les Ivoiriens dans l'ignorance. Imaginez un enfant ignorant. Chaque fois, hey, Babo il fait rire, Babo il sait faire rire les gens. Qu'avec lui on n'a pas de problème, toujours on s'en va rire. Il est en train de vous maintenir dans votre enfance, dans votre insouciance. Ce que j'appelle enfant ici, c'est l'insouciance. Maintenant, le PDCI, manquant cruellement d'arguments, eux veulent maintenant vous cacher tout débat constructif et intellectuel. Eux veulent vous maintenir dans l'ignorance. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui est dans l'amusement, mais en plus encore qui est en train d'agrandir son niveau d'analphabétisme. C'est dans cette réalité-là que les opposants veulent vous mettre. Vous ne les verrez jamais tenir un débat correct, un débat potable, un débat où on s'assoit et puis on se dit vraiment là on a appris quelque chose. Mais mieux, dans la troisième partie, parlons de la rhétorique du mépris et de la posture martiale. Ils sont toujours dans le mépris, dans l'arrogance, et c'est eux qui bandent toujours les muscles, comme si eux étaient plus forts que l'État de Côte d'Ivoire. Un autre aspect barbant de l'attitude de Maître Blessy Chrysodome, c'est l'arrogance avec laquelle il a refusé de respecter le design du débat, tout en adoptant une posture de victime du système. Ce double discours entre préalable et mépris affiché révèle d'une stratégie de communication bien rodée, où le but n'est pas de convaincre par la logique, mais d'imposer un rapport de force par la posture. Vous êtes sûr que, de la manière voilà notre préalable, si c'est pas, vous avez plus de préalable que les Ivoiriens. Tout politique que vous êtes en train de faire là, c'est pas pour chercher à mettre quelque chose dans votre ventre. Votre préalable n'est pas plus urgent, et n'est pas plus légal, et n'est pas plus justifié que celui des Ivoiriens. Avant d'avoir des préalables personnels pour vos intérêts égoïstes, le premier préalable, c'est de respecter les Ivoiriens. Pour dire, nous allons respecter les Ivoiriens. Nous allons aller pour mettre des arguments logiques et imposer un rapport où nous allons montrer la force de nos arguments. Et ça là, ce préalable-là, les Ivoiriens vous l'imposent en tout temps et en tout lieu. Mais que non, vous adoptez une posture d'arrogance pour fuir la réalité, manquer de respect aux Ivoiriens. Est-ce qu'il y a un préalable qui peut être plus grand que de venir dire la vérité aux Ivoiriens? Est-ce qu'il y a un préalable qui peut être plus évident que de venir dire aux Ivoiriens, voilà où la CEI est en train de vous tromper? Non, c'est vous qui imposez des préalables au peuple de Côte d'Ivoire. Et donc le peuple doit savoir que vous n'êtes pas ces dirigeants que vous voulez proclamer être, mais vous êtes des dictateurs en essence. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, c'est vous qui imposez des préalables au peuple. C'est comme ça que votre Bédier avait dit au peuple de se mettre à sa disposition. Il nous a chosifiés. Et vous n'avez pas changé de logiciel. Vous n'avez pas fait votre aggiornamento. Et même encore affaibli dans votre opposition, vous campez sur ces mauvais comportements. Et le jour qu'on va vous donner le pouvoir maintenant, plutôt que de se conformer aux règles connues et acceptées de tous, Blessy Chrysodome a préféré s'ériger en arbitre débat, remettant en question la légitimité et le principe du débat tel que prévu. Outre le déni de la légitimité de la CEI, en la qualifiant d'adversaire, il a instrumentalisé une intransigeance feinte
pour se présenter comme un défenseur inflexible de la justice électorale alors qu'il ne faisait qu'éviter la confrontation des idées. Chers Ivoiriens, ces opposants n'ont rien à vous offrir. Ils n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de programme. Et ça, ces événements-là nous permettent de vous dire ça en face. À vous-même de regarder. Quand tu as des idées ou bien ce que tu dis, c'est la vérité là. Pourquoi ils se cachent dans les quartiers pour dire que la CEI n'est pas bonne? Mais quand on les met en face du peuple à la télévision, devant la CEI, ils disent non, on veut pas Cubière. On enlève Cubière. On s'en va mettre encore notre madame là. Ils disent encore on ne veut pas la madame là. On envoie quelqu'un, ils disent je ne veux pas. Bon, c'est qui vous voulez maintenant? Un opposant? C'est un opposant vous voulez? Non. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un opposant. Les Ivoiriens ont besoin des citoyens honnêtes qui veulent faire le travail. Et je vais vous dire une chose. Pendant les élections législatives à Cocody, Afoussata Bamba a perdu. Il y a les gens du RDR, RHDP qui voulaient forcer la situation. C'est le chef de l'État qui leur a dit, vous m'arrêtez ça. Alassane Ouattara, là, lui n'a jamais passé par les raccourcis. Et il ne sera jamais quelqu'un qui va supporter les faux. Et ça, regardez que c'est sous le régime du RHDP. On a perdu le plateau, on a perdu plusieurs endroits. Et puis c'est pas allé quelque part. Vous ne vous plaignez pas. Mais vous, sur votre régime, c'était pas la même chose. Hein? Et donc, au lieu de fuir le débat, au lieu de vous cacher pour prendre la CEI en ennemi, on vous a dit, si vous n'aimez pas la CEI là, vous pouvez la quitter, ça c'est un. Si vous n'aimez pas la CEI là, on fait comme au Sénégal. On va demander à le ministre Djomandé Vagondo d'organiser les élections, le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de solution. On en a plein. Par la distorsion des faits, il cherchait à alimenter un discours de doute pour rendre le RHDP et la CEI complices auprès d'un électorat instrumentalisé dans le but de préparer des accusations futures contre la gestion des élections. Mais cette stratégie-là, tu n'as pas réussi. Si tu restais sur le plateau, vous auriez pu exploiter cet aspect-là. Mais le fait d'avoir fui le débat, vous n'avez pas pu démontrer que le RHDP et la CEI sont en complicité. Au lieu d'être un fuyard là, si j'étais vous, je serais resté et j'allais créer une stratégie de défense, même si elle était indirecte, pour démontrer que le RHDP et la CEI sont des complices. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu le courage de vos idées. En quatrième lieu, parlons de la mauvaise foi de Maître Blessy Chrysostome. La mauvaise foi, c'est quoi? On étudie ça en philosophie. J'ai déjà fait des émissions sur ça. La mauvaise foi, c'est quoi? La mauvaise foi, c'est que le père Kalou Bamba est là. Je viens lui dire quelque chose. Moi-même, je sais que ce n'est pas vrai. Mais je viens lui dire ce mensonge-là. Et puis, je veux qu'il croie en ce mensonge. C'est ça la mauvaise foi. Et donc, on veut non seulement induire quelqu'un en erreur, mais on veut se satisfaire de voir la personne subir les conséquences de cette erreur. Enfin, au-delà de la fuite et de l'arrogance, l'attitude de Maître Blessy Chrysostome s'inscrit dans une logique de mauvaise foi absolue, dont les intentions sont clairement orientées vers une contestation électorale programmée, mais cette fois-ci, longtemps à l'avance. À travers le comportement du PDCI, on comprend déjà que leur objectif là, c'est comment créer les conditions d'un désordre électoral, d'une contestation, d'un CNT. Ils nous ont démontré cela le 25 février 2025. Ils ne sont plus prêts au dialogue parce qu'ils n'ont pas les arguments. Ils ont déjà préparé la stratégie de la contestation et de la violence. On a bien compris. Tidjane Thiam en parle. Il ne faut pas qu'on lui vole sa victoire. Toi, comment on peut te voler la victoire alors que tu n'es même pas encore déclaré citoyen ivoirien? En refusant de reconnaître que la CEI n'est pas un arbitre, mais un adversaire politique, il cherche à préparer l'opinion publique à une mise en cause future du processus électoral. Mais vous vous trompez gravement. Vos paroles qui sortent de vos bouches là ne peuvent pas discréditer la CEI tant qu'on ne prend pas la CEI la main dans le sac en train de faire des choses qui ne sont pas justes. Et faites-nous confiance. Si la CEI déconne, nous serons les premiers à frapper sur elle. Mais en même temps aussi, on ne va pas la blâmer pour ce qu'elle n'a pas fait. On ne condamne jamais quelqu'un pour un crime qui n'a pas encore été commis. Cette stratégie est courante. Lorsqu'un parti anticipe une difficulté à mobiliser suffisamment les électeurs
ou à remporter un scrutin, au lieu de se concentrer sur le programme et la campagne, le même parti sème le doute sur la régularité des élections. C'est une habitude. Lorsqu'un parti politique sait qu'il ne peut pas gagner des élections, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de salir le nom des institutions qui organisent les élections. Souvent, ils essayent de s'attaquer à leurs adversaires. Et aujourd'hui, c'est le RHDP qui est votre adversaire. C'est le PPACI qui est votre adversaire. La CEI, là, c'est un instrument de l'État qui n'est l'adversaire de personne. Mais en choisissant de laisser le RHDP, qui est leur ennemi, en laissant le PPACI, qui est leur adversaire, pour transformer la CEI en adversaire, c'est une manière pour eux de discréditer par avance la CEI. Mais ça ne marchera pas, parce que vous n'avez pas de preuves factuelles pour montrer que la CEI n'est pas crédible. Et c'est cette occasion-là que vous devez d'abord prouver aux Ivoiriens. Mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas d'électeurs. En réalité, c'est parce que vous avez trop menti et vous avez honte de venir devant les Ivoiriens. En réalité, vous n'avez pas de programme de campagne. Voilà ce qui vous fatigue. Comme objectif, le PDCI recherche à créer un prétexte pour des actions de perturbation politique en entretenant l'idée que la CEI est un acteur hostile. Cette approche cynique n'a rien d'anodin. Elle repose sur un calcul politique où la stabilité démocratique est sacrifiée sur l'autel des intérêts particuliers. Mais il n'y a pas de problème. On vous attend sur ce terrain-là. Et si c'est la contestation électorale qui est rentrée dans vos habitudes, en tout cas, en 2025, on va vous couper tout en vie. J'espère qu'on se comprend, on n'a pas trop besoin de commenter cela. L'attitude de Maître Blessy Chrysostome illustre un modèle de contestation artificielle où l'évitement du débat et la mauvaise foi stratégique se combinent pour nourrir les prémices d'une crise anticipée, une crise électorale anticipée. Au total, le PDCI est dans une manipulation grossière, empêtré dans sa propre confusion du mensonge. L'heure n'est plus sereine et, en l'absence d'un projet politique clair, le PDCI prépare la contestation systématique des résultats électoraux. Signé Koulibaly Kalilou, doctorant IDBA. Et donc, voilà un peu ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. On va permettre la lecture de l'édito de Mère Blanc. Et dès qu'on a fini, on va laisser rapidement le peu de temps disponible pour que les uns et les autres s'expriment. Et on va pouvoir aller au travail. Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de la bonne classe éclaireur pour vérité, la meilleure des écoles. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Nul n'est au-dessus de la loi ». Et oui, il y en a un qui l'a appris à ses dépens. Ce que l'on sait du rejeton de Dagana est qu'il a été élevé dans la condition d'être l'héritier de la nation. De ce fait, il s'est cru exempt des lois de la nation. C'est une des raisons pour lesquelles il a fait fi de sa citoyenneté française. N'est-il pas le Benjamin de Thiam, frère du prince de Yamoussoukro Nana Auguste III? Mais seulement, que se serait-il passé s'il avait réussi son forfait? Il aurait ainsi foulé au pied la condition sine qua non pour prétendre à la candidature pour la magistrature suprême. Quelle leçon s'en dégagerait pour les générations futures? Ce qui est grave, c'est que le sieur Thiam ne l'ignorait pas. Mais il voulait faire du forcing. Non, mais dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Dans la Côte d'Ivoire, département du Palais des Princes Akoué de Yamoussoukro? Chez Éclaireur Pro Vérité, nous nous désolidarisons avec de simples citoyens, par ailleurs descendants d'allogènes sénégalais, dans leur élan crapuleux. En plus, l'on soupçonne chez l'individu sa facilité à prendre la fuite en temps de galère. À ce propos, un avion serait à sa disposition, prêt à décoller à tout moment, au cas où. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc qui nous fait encore ressortir d'autres aspects du Chakadjan. Il faut avoir l'attitude d'un lâche pour ne jamais être prêt à assumer ses actes. Et certains aiment à se dire comme ça que l'individu a toujours un avion qui est apprêté. Dès qu'il y a un petit bruit, il est parti. Quand on regarde les défis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est entouré par des États voyous, on n'a pas besoin d'un fuyard. On n'a pas besoin d'un parti
qui fuit même les débats. Le PDCI est devenu aujourd'hui un parti au désarroi qui ne s'assume pas. Mais Mère a dit quelque chose qui est très important. Elle a dit que Thiam a été préparé à être un prince et à diriger. Mais là où les gens se sont trompés, c'est qu'ils n'ont pas dit qu'il était peut-être préparé pour gérer la tribu des Akouais. Mais pour gérer la Côte d'Ivoire, on a besoin de plus que d'être un chef de tribu. La Côte d'Ivoire n'est pas une tribu baoulée. Quelle que soit la formation qu'il aurait reçue, cette compétence-là ne peut se limiter qu'à la tribu des Akouais et des baoulés. Mais il y a plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Il aura encore le temps d'apprendre à se former à la culture des autres. Lui, l'indigène sénégalais, venu de Dagana, il doit comprendre qu'en Côte d'Ivoire, là, nous on est une multitude d'ethnies et que chaque ethnie a ses coutumes et ses us, a sa manière de voir la vie. C'est la synthèse de tout cela qui permet d'être le dirigeant ivoirien. Si il a fait cela au PDCI et que ça a passé, ce n'est pas... Le PDCI n'est pas la Côte d'Ivoire. Encore moins, la gestion tribalisée d'un parti politique ne peut pas être un modèle qu'on va imposer à la Côte d'Ivoire. Ça ne prospère pas. Et Tidiane Thiam a beaucoup à apprendre. Mais il aura d'abord à se justifier sur son identité. Et il aura à comprendre que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens savent d'où ils viennent. Et les Ivoiriens savent surtout où ils veulent aller. Ça, c'est important. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. En vérité, nous n'avons que 20 minutes. Et donc, je vais demander rapidement à ceux qui veulent prendre la parole de se signaler pour qu'on puisse rapidement... On va laisser 1 minute rapidement à ceux qui veulent la parole. On va leur dire de s'exprimer. Maximum 2-3 minutes, laisser la parole. Parce qu'en vérité, hier, je suis allé au travail en retard. Et donc, s'il vous plaît, si vous prenez la parole, respectez les conditions. On a dit 1 minute, on va attendre les 1 minute. S'il y a une seule personne, on ne prendra personne. On prendra, je vois déjà Maman Ouragan qui est là. Si elle est la seule personne, c'est avec elle seule qu'on fera. À la 55e minute, je vais être très exigeant sur le temps et pouvoir fermer pour ne pas aller encore en retard. Et donc, elle est toujours la seule personne. Dès qu'on atteint la 55e minute, on va lui laisser la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. Et après, on ne pourra donc plus prendre personne. Et on va continuer le direct. Et donc, elle est la seule personne. Nous ne prendrons plus personne en plus d'elle. On va lui laisser donc 10 minutes pour qu'elle s'exprime. Et on va fermer le direct. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité, je vais bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser rapidement 10 minutes pour que vous vous exprimiez et on va mettre fin au direct. D'accord, donc bonjour à vous, mon éclaireur pro-vérité, bonjour à toute la classe. Ok, l'éclaireur a parlé de l'école que Gbagbo a construite. Ben, mes parents, Gbagbo a construit des écoles. Oui, oui. Les écoles qu'il a construites là, c'est écoles de maison. Parce que ces enseignants-là, ils étaient maîtres de maison. C'est dans les cours communes ou bien les cours de Sikoji, de Yopougon, Koumansi, Sikoji là. Voilà, c'est là-bas il a créé ces écoles. C'est là-bas là, il a fait plus d'enseignants, plus d'écoles. Sinon, c'est pas où on sait là. Où c'est que est factuel et puis Ado en train de construire là. C'est ça là. Voilà. Donc voilà la différence en fait. Donc ces écoles, c'est surtout, même collège même là, c'était à la maison aussi, il a construit ça. Donc ce n'est pas les réels boutiques. Allô? J'ai dit c'est ce que à l'école ils appelaient les écoles boutiques. Voilà. Donc tu comprends ce que je dis mon éclaireur, Dieu merci. Donc Gbagbo là, il construisait les écoles à la maison, donc les maîtres de maison, et puis les 12 vacations là, les élèves là, ils faisaient semblant d'aller à l'école, hein, mais en réalité là, c'est à la maison là, ils étudiaient. Et donc vous voyez les résultats des études, ce que ça donne aujourd'hui.
Donc c'est de ça qu'on veut parler. Et puis, Éclaireur a parlé une fois des faux infirmières, c'est-à-dire ceux qui sont dans les fausses cliniques là. C'est la même chose, hein. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'autant de Bédier et puis Gbagbo là, c'est-à-dire qu'on dit pion sur rue là, les cliniques là, les fausses cliniques là, c'est toujours même dans les cours communes. C'est-à-dire que quand il y a les magasins là, les gens ne prenaient pas les magasins pour aller faire magasin de vêtements ou nourriture, gaz, tout ça. Non, à l'époque là, c'est clinique. Les fausses cliniques où les pauvres petites filles de 16 ans, bon imaginez, hein, non si je parle de ça, ça veut dire que c'est vrai. Parce que c'est là-bas, les enfants, les fillettes aiment mourir. Oui, les fillettes, parce que c'est des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, hein, que les gens enceinte n'importe comment, parce que l'éducation de Gbagbo là, c'était le désordre. Eh oui, son éducation c'est le désordre. Donc les petites filles là, elles mettent enceinte. Donc les autant de Gbagbo, hein, c'est autant de Bédier même que c'était versé. Donc aujourd'hui là, si ce désordre d'éducation là, parce que bizarrement, leur petit chihuahua mercenaire, PDCI que vous entendez sur les réseaux sociaux en train de bailler là, et puis c'est là quand ils viennent s'exprimer, on dirait ils n'ont jamais fait Côte d'Ivoire là. Ben c'est normal, parce que eux là, leurs parents, mon tonton Kikawe, on dit vous êtes médecin. Mais c'est logique. C'est-à-dire vous construisez des cliniques pour vous là, vos cliniques là, c'est au Maroc, c'est en France. C'est ça le problème en Tunisie même. C'est-à-dire que c'est dans ces endroits que vous faites vos cliniques. Mais en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de cliniques. Donc c'était les cliniques de cours communes là. C'est ce que les gens se pavanaient là-bas pour assassiner les enfants des gens. C'est ce que vous avez créé, c'est ce que vous avez fait. On ne va pas nous mentir ici. Nous, on est au courant de beaucoup de choses. Donc, vos conneries que vous êtes en train de faire, toi, on dit non, tu n'es pas avec le Tchakadja là. En réalité, c'est faux. Tu as été député à Gagnola, mais tu n'as rien fait. Tu fous rien. C'est toujours le petit Touré Mamadou qui est en train de travailler là-bas. Vous voyez ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous partez mentir à vos parents. On dit non, vous, on vous double. Ou bien, vous voyez que déjà, vous allez durer dans l'opposition. Mais vous n'allez pas durer dans l'opposition parce que c'est la réalité. Vous allez durer vraiment dedans. Vous êtes à vous foutez la merde. Vous mettez les gens en palabre. Vous envoyez des jeunes depuis la France en train d'insulter. Et maintenant, quand on va les bras là, en tout cas, en temps normal, là, ce niaique qu'on a pris là, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle avocat là, c'est petit, c'est rien même en réalité. Ça veut dire que normalement là, si quelqu'un se porte garant, on peut le faire sortir. Donc il y a plusieurs possibilités. Mais avec ces vidéos-là, s'il y a des gens qui se sont plaints en France là-bas, là, à ce moment-là, les gens peuvent dire, toi là-même, t'es un gars qui est très dangereux pour la France. C'est un djihadiste, un terroriste. Gbagbo Suleiman, c'est un djihadiste, c'est un terroriste. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc vous les Français là, s'il y avait un Français qui était en Côte d'Ivoire qui faisait ça là, il y a longtemps, votre ambassade là, il avait shit. Mais aujourd'hui, celui que vous avez attrapé là, ne dites pas que c'est un petit oiseau, hein, ou bien un petit moineau. Non. C'est les narines de Gbagbo que vous avez attrapé là. Gbagbo Sila Abou Laurent qui est en Côte d'Ivoire là. C'est ces narines là que vous avez attrapé là. Parce que le Kone Katina, les Damara Pikas là, ça ce petit là qu'eux donnent des informations pour s'asseoir dans son petit espèce Tajibi là. Il a assis dedans et puis il est en train d'insulter même Macron. Toi, il t'a insulté. Donc, tu sais ce qu'il a dit sur toi avec Ado. Donc, vous là, si vous pensez que c'est des petits pions que vous attrapez, que non, ça fait rien, on les laisse partir, c'est pas grave, votre démocratie. Vous, votre démocratie, elle est pourrie jusqu'à qu'elle apparaisse. Oui, on nous a déjà dit une fois, oui, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Mais c'est vous là. C'est-à-dire, demain, quand ça a chié là, ça a commencé par votre président Macron là. Parce qu'il ne veut pas changer là, parce qu'il y a des Ivoiriens là. Eux, ils disent qu'ils sont le RHDP, eux, ils disent que Ado là, c'est leur papa. Mais bizarrement, quand on parle de la France là, ils sont déjà sur les qui vivent. Non, on parle pas de la France, si. La France, elle est bien. Oui, Macron, il est bien avec Ado. Depuis quand? Et je pense que c'est pas, ils ont marié un Français et ils mentent. Mais Dieu merci, ma mère, ma très chère mère, ma maman blanc, elle n'est pas dans vos conneries là. Sinon, c'est qu'on marie les blancs. Ils sont dans le RHDP qui montent là. Vous dites non que Macron, c'est un joli petit agneau, il fait rien là. Franchement, si vous aimez Papa Ado là, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que ce qui est en train de se passer en France là, même en Allemagne ça se passe encore, même en Suisse ici même ça se fait pas. En Angleterre, c'est Angleterre et puis France là, qui prennent la poubelle là, les déchets là, c'est eux qui les prennent et puis les laissent faire n'importe quoi. Alors que si c'est chez eux là, qu'un élément de chez eux là était en Côte d'Ivoire puis ils faisaient ça là, jamais. C'est ça. Donc, tout
ce que vous êtes en train de créer là, continuez à créer ça. C'est-à-dire que vous-même là, vous avez utilisé ce gougnon-là pour faire votre programme, votre projet de société pour octobre 2025. Ça ne prend pas. Parce que c'est que vous voulez seulement dire les gens. Mais nous, on dit toujours là, on parle aussi dans nos langues aussi là. Et puis vous n'allez même pas toucher aux gens aussi. Peut-être, toi, collé là, toi, tu dis, ouais, pourquoi Rachel Crasso, elle qui est pétée là, c'est encore son gougnon de Johnny là, en Finlande. Pourquoi c'est pas une femme Djoula qui est partie se plaindre et puis vous l'encouragez? C'est-à-dire que ce monsieur-là, vous le prenez sur vos panels là, c'est un danger public et vous dites en même temps. C'est des gens là, ils ont 50 ans, ça fait maintenant 30 à 40 ans, ils ne sont pas partis en Côte d'Ivoire. Donc ils sont là sur les TikTok en train de mettre le feu comme c'est pas possible. Il y a Coléa, il y a Guitignon, il y a chose, il y a Taza, Delphio, mais quoi là? Il y a, comment ça s'appelle, Sergio. Ils sont pleins comme ça. Ceux-là, c'est des corps. C'est des c'est PDCI. C'est eux-mêmes là, ils ont violé dans leur vie. Donc, Papa Ado, moi je dis aujourd'hui, Papa Ado, maintenant que tu es devant nos yeux, tu es factuel, même si tu es virtuel là, Dieu merci, mais il n'est pas trop tard que jamais. Dieu merci, tu es avec nous. Dieu merci, on te connaît. Et que toi, Papa Ado là, il faut rester, tu vas faire ce que tu as commencé. Parce qu'ils sont en train de faire du bruit là. Tout ce que tu as fait là, c'est pas tout qui peut te détruire. Parce que ça va pas ressembler à la comparaison de, oui, l'Ukraine, c'est comme ça, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est comme ça, on a attaqué aussi la Côte d'Ivoire. Des gens qui disent qu'ils sont intellectuels, alors que quand tu les regardes là, c'est des vrais voleurs de diplômes. Dieu merci que Rad a dit ça. Mais moi, il a rajouté un peu. C'est des voleurs de diplômes. Ils n'ont jamais étudié. C'est faux, ils ont payé les diplômes. Et puis, souvent, c'est leurs petits frères qui sont plus intelligents que dans leur famille là. Comme je vous ai déjà dit, c'est celui qui a. On voit pas un bail plus intelligent. Ils prennent des livres, souvent ils lisent. Oui, moi là, j'ai écrit matin, midi, soir, comme ça, je n'ai pas me tromper. Ou bien je n'ai pas oublié ce que j'ai envie de dire. Mais c'est pas pareil, tu ne prends pas feuille pour lire, pour dire les choses que oui, tu maîtrises tout ce qui se passe, c'est faux. Tu lis de temps en temps, tu as appris par cœur, et puis tu viens, tu dis ça devant les gens. Moi, non, je n'ai pas de feuilles, donc je ne lis pas. Moi, je lis bien, et puis je dis. Donc, pour vous dire, les parents, si vraiment des gens qui sont en train de faire les faux semblants de non, nous on est là pour la paix là. Ils sont là pour la paix parce que c'est Ado qui est là. Donc, Ado là, il faut qu'on prie Dieu matin, midi, soir, parce que ce monsieur-là, moi je vous dis, hein, vos histoires de oui, on regrette, il est parti, on le regrette, là. Moi je dis, si jamais quelqu'un dit ça sur toi là, moi matin, midi, soir, je vais vous insulter. Il est temps, vous allez essayer de prier pour le vieux père. Oui, tout le monde, même si tu n'as pas âgé, mais tu as 30 ans, on t'appelle vieux père, quand tu as petit jeton. Donc votre vieux père qui est milliard de là. Lui là, il faut prier pour lui matin, midi, soir, pour que vraiment la Côte d'Ivoire soit en paix. Parce que sur votre parent, oui, il faut que la mère, c'est votre frère, c'est votre frère. Vous qui dites votre frère là, moi je dis attendez seulement à partir de juillet, août là, septembre, on voit si c'est vraiment vos frères. Par exemple, vous êtes sur les panels RHDP, oui, c'est nos frères. Après tout là, on parle ici, on est des frères. Les frères qui sont prêts à vous dire là. C'est-à-dire vous-même, vous êtes déjà maudits peut-être, c'est pourquoi vous dites ça. C'est clair que dans les familles là, il y a des gens là, ils ont leurs parents qui sont violeurs, qui sont tueurs, qui sont assassins, on se comprend. Donc, raison pour laquelle vous êtes là, même si votre frère même l'a violé quelqu'un, vous le couvrez. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui disent ouais, que non, vous savez, je ne peux pas trop parler d'affaires de chose comme ça, de Gbagbo connaît là, parce qu'on est parenté. Donc vous voyez, ça veut dire qu'ils ont leur frère même qui est prêt demain à tuer des gens, mais eux ils disent non, comme c'est mon frère, moi je vais le laisser tuer du moment où moi je suis protégé. Et puis toi, les joueurs, ils guettent ça là, l'homme de choses, comment il s'appelle là, Stéphane Kipré là, qui a dit qu'en 2010 là, ils ont fait que Dja, mais ta chance là, c'est parce que Stéphane Kipré, le rebelle là, beau fils de Gbagbo là, il a essayé de tout faire pour ne pas qu'on te Dja. Mais toi aujourd'hui là, c'est toi on prend comme exemple. Vous dites toi le juriste, mais c'est pas le quoi là, tu parles de oui, dette ou bien crédit, ou bien les gens ont fait des falsités. On te prend comme exemple. Mais toi là même là-haut, tu n'as pas pitié de toi, hein. Vraiment le vieux père, tu n'as pas pitié de toi. Parce que je sais dans quelle position tu es. Mais franchement, il faut avoir pitié de toi, il faut avoir pitié des Ivoiriens. Tes histoires de Pascal Ado ne parlent pas, parce qu'on dit le monsieur parle 2 fois ou 3 fois dans l'année, donc toi tu profites de ça, vous racontez n'importe quoi, et vous qui connaissez vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous fermez vos web là, tellement que vous êtes des diables, vous êtes des maléfiques, vous êtes des malfrats, des médiocres, des tueurs, des assassins, vous tuez les gens à petit feu.
C'est vous les plus dangereux dans ce monde-là. Éclaireur. Oui, merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment de tout ce que vous avez dit. On va donc fermer le direct. Je vais vous dire merci pour tout ce que vous avez dit. Et comme dans nos habitudes, vous allez attendre tranquillement, vous mettez sur muet et on va vous laisser après 2 minutes pour pouvoir faire la conclusion. Je veux bien aborder la crise du logement au Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens aient accès aux constructions maisons? Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise du logement, elle est générale. J'essaie de pousser des jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais... Et donc, ça c'était le bilan de Laurent Gbagbo dans la gestion je veux bien aborder des logements sociaux. Et comme ça, on aurait pu vous montrer plusieurs réalités. Tout a été une nullité absolue. Nous disons merci à tous ces Ivoiriens qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci à Maman Ouragan qui a bien voulu prendre la parole. C'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Demain sera un autre jour. Cher maire, en 2 minutes, on va vous permettre de nous faire la conclusion. D'accord. Oh, quel honneur pour la première fois. Mais c'est toujours mieux que être dernier. Vraiment, famille. Mathieu Abounaye, Brony Ande Abounaye, Côte d'Ivoire, au Kogin, nous, oui, Europe, on est Occident, on est opposant, oui, moi, ce matin, midi, soir, Wadia, Sissou, Wa, Bronke, et Côte d'Ivoire, il est bleu. Elle est bleu, comme on a Ghana, Ghana, et moi, Bronke, Côte d'Ivoire, né. Et au Kogin, à Côte d'Ivoire, Burkina, elle est Mali, elle est Benin, Niger, elle est même Cameroun. Parce qu'il y a des dangers, néanmoins, qui l'a soudibé. On a nous, matin, midi, soir. Nous, oui, mais actuellement, nous avons visé un nord de Côte d'Ivoire. Ou avant que nous, oui, non, il y a des, ou disparaître, nous, et mais nous, des signes, dans mon babou, avoir trop boudé au Kogin, m'envoyer est difficile, mais des amateurs à moins au Kogin, à Djedé, à nous, oui, les réseaux sociaux, à nous écouter, car vous voyez si, ou c'est pas bon, ou c'est bon, sécurité, nous, oui, moi, je bois perdre, ou c'est bon, nous, oui, ou c'est bon, oui, ou va bon, oui, matin, midi, soir. Elle me dit, Wanouka, mes chers parents, je vous en supplie, les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui vous apportent les mauvaises nouvelles là, je vous en supplie, ne les écoutez pas. Et puis, Yango, en Côte d'Ivoire là-bas, faites très attention, famille, parce que c'est la Russie qui est derrière cette entreprise-là. Donc, ça veut dire que, à quelque part là, toutes vos informations là, c'est dans leurs mains. Donc, ça veut dire qu'en octobre 2025 là, il faut que vous soyez prudents. Vraiment, demandez à vos enfants, quand ils sortent, filles comme garçons, ils n'ont pas être vraiment prudents. Parce que là, les gens sont là pour faire des enlèvements, pour faire des choses, mais vraiment pas possibles. Et après, accuser l'État de Côte d'Ivoire. Alors que l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour l'eau, courant, l'éducation, la santé, tout ça là. Vous savez, ce sont les vraies des informations que les gens doivent donner, mais ils font le contraire. Rien que pour saboter. Parce que les saboteurs, ils sont doués dans les institutions de la Côte d'Ivoire. Et le PDCI est les premières personnes qui sont dans cette saleté de désinformation. Et maintenant viennent les opposants que vous connaissez, les refondateurs. Donc faites très attention à vous là-bas. N'écoutez pas les gens, ne rentrez pas dans les injures. Les critiques là, c'est bien. Mais on ne dit pas d'aller insulter jusqu'à dans les hauts des mamans ou bien dans les hauts des papas. C'est pas bien. La bénédiction là, c'est très important. C'est pourquoi quand quelqu'un t'insulte, il faut vraiment réfléchir à combien de fois si vous voulez et puis vous réagissez. Parce qu'on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui on aura en face de nous, on ne sait pas qui on peut croiser dans l'avenir. Donc, mon éclaireur. Et puis, bon Juma Moubarak à tous mes parents du Nord et même aussi ceux qui sont avec les chrétiens aussi. Merci, mon éclaireur. Merci beaucoup, cher maire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce 28 février 2025. C'est ici que prend fin l'analyse politique du jour. Demain, on se retrouvera pour d'autres séances. On va dire merci à tous. Certainement que demain, les musulmans, je pense bien,
pour certains, pourrait commencer le jeûne. Et le 5 mars, ça sera aussi les chrétiens. Et donc, nous souhaitons vraiment une bonne retraite spirituelle à tous. Et vraiment, merci même à vous-même, chère mère. Et excellente soirée. Et demain sera un autre jour. Bon Juma Moubarak à vous, mon éclaireur. Merci beaucoup. Merci et également à vous. Merci. Ok.